Bonjour à tous, je me représente Odile Dupérat, directrice adjointe de la MDPH jusqu'à aujourd'hui et directrice à partir de lundi puisque Sandra Le Guen part en congé maternité et congé parental. Donc voilà, l'évolution au jour le jour puisque ces derniers temps, effectivement sur un an, il y a eu énormément de changements. Voilà, et donc Audrey Guglielmi, qui est donc adjointe au chef de service de l'évaluation, mais aussi pilote du DIH, dispositif intégré handicap. Donc pour le coup, on est directement dans le vif de sujet sur les transformations dans le médico-social, et donc ce DIH fait partie des transformations actuelles. Donc dans un environnement médico-social, quel est le rôle de la MDPH? Donc pour nous, cette évolution symbolise plus particulièrement sur le passage d'une logique de place à une logique de réponse aux besoins pour des parcours de vie sans rupture. Donc, en première partie, nous allons vous parler de l'ouverture de la MDPH vers les acteurs du territoire, avec un travail d'ensemblier et d'animation de réseau, des démarches collectives avec les partenaires. En deuxième point, la réponse aux besoins individuels. En troisième point, les partenariats et les articulations qui se renforcent. Et en quatrième point, l'usager en co-constructeur. Et en seconde partie, la transformation des processus internes avec l'excellence opérationnelle, l'adaptation aux démarches nationales, particulièrement la feuille de route, et entre innovation et rapidité, un challenge pour mettre en œuvre les dernières directives nationales. Donc, je vais là pour l'instant passer la parole à Audrey Guglielmi. Bonjour à tous et toutes. Alors, si la MDPH travaillait déjà avec ses partenaires, la démarche réponse accompagnée pour tous, et notamment l'axe 1, le dispositif d'orientation permanent, dont les principes ont été traduits dans l'article 89 de la loi santé de 2016, a amené la MDPH effectivement à jouer un rôle beaucoup plus accru dans l'élaboration des réponses individuelles et adaptées aux besoins des personnes. Dans ce cadre, le DOP nécessite une coordination très étroite entre les structures, entre les professionnels qui peuvent contribuer à ces réponses. Alors, il nous a fallu à nous, MDPH, développer son partenariat, encore mieux le connaître, connaître les projets, connaître les expertises de chacun, connaître aussi les difficultés et les limites, connaître les transformations. L'axe 2, qui est la réponse territorialisée de la démarche, a invité également la MDPH à participer à la transformation de l'offre en profondeur et à développer des réponses encore non imaginées ou encore non développées sur notre territoire. Dans son travail d'ensemblier que lui confère la démarche RAPT, la MDPH recherche constamment les acteurs médico-sociaux, mais aussi sanitaires, associatifs, éducatifs, sociaux, qui peuvent contribuer à la réponse individuelle. À chaque groupe opérationnel de synthèse de niveau 1 ou de niveau 2, que ce soit pour une situation d'enfant, pour une situation d'adulte, une réflexion est faite par tous les professionnels de l'équipe d'évaluation dans le but de mobiliser ces acteurs. Juste, la slide montre que sur 2020, 353 partenaires ont été sollicités dans le cadre des GOS, 251 ont répondu présents et 67 se sont mobilisés dans le cadre d'un plan d'accompagnement global, donc un vrai projet construit autour des besoins de la personne. Si la MDPH a une mission d'évaluation de besoins de compensation du handicap, RAPT a vraiment entériné le rôle d'accompagnement de ces orientations de façon plus large et plus concertée. Ce qui s'est modifié également, c'est la sollicitation des établissements et services médico-sociaux autour de situations complexes que vous accompagnez au quotidien. Certes, la MDPH a renforcé son rôle d'accompagnement des situations sans solution, sans prise en charge, sans accompagnement, mais elle est également aujourd'hui mobilisée à vos côtés dans la réflexion commune pour des situations connues de vous-même. Lorsqu'on parle de transformation de l'offre médico-sociale, on aborde forcément la question d'un diagnostic territorial ou devrais-je dire de diagnostics territoriaux
pour connaître les besoins et les mettre en parallèle aux ressources et au manque du territoire. Quelle zone n'est pas couverte? Quelle est la modalité d'accueil à privilégier? Est-ce que c'est de l'externat pour les jeunes? Quelle forme d'accueil temporaire, etc., etc. La MDPH est largement sollicitée à la fois par le conseil départemental et l'agence régionale de santé, et l'inverse est vrai aussi, parce que je peux vous dire qu'on leur remonte les besoins que l'on constate avec cette vision départementale, mais la MDPH est aussi sollicitée par les établissements et services médico-sociaux dans le cadre des CEPOM, des appels à manifestation d'intérêt, des projets d'extension, des projets de restructuration. HOPE, notre logiciel de suivi des orientations, a contribué à donner des grandes tendances dans le cadre du développement de l'offre territoriale. Alors, il va laisser place à Via Trajectoire, dont on reparlera un petit peu plus tard, qui est un réel enjeu collectif pour se doter d'une vision précise et actualisée des ressources et des manques de notre département. Ce que je voulais ajouter également, c'est que le positionnement de la MDPH dans l'animation du réseau partenarial la pousse également à réfléchir sur sa logique évaluative. Au fur et à mesure que l'offre se transforme, les réponses de compensation du handicap évoluent en même temps. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, un enfant en situation de handicap de 6 ou 7 ans ne se verra peut-être pas proposer de la même manière qu'il y a 10 ans ou 5 ans, une orientation en IME, par exemple, mais peut-être davantage un maintien à l'école qui se transforme également de manière beaucoup plus étayée avec l'apport du médico-social. Voilà, c'était pour dire que la logique évaluative aussi par nos professionnels est guidée par toutes ces transformations. Alors, parallèlement à la démarche Réponse accompagnée pour tous, il y a eu la démarche Territoire 100% inclusif, qui est une démarche collective partenariale qui s'est traduite par la réponse de la MDPH, conjointe au CD à l'ARS, à l'appel à manifestation d'intérêt pour participer au territoire 100% inclusif. Cette démarche a permis de mobiliser d'autres acteurs de celle de Réponse accompagnée pour tous sur un modèle peut-être plus inclusif pour d'autres formes d'accompagnement autour de 5 axes. Donc l'accès aux droits, le soutien dans le parcours de l'usager, l'accès à l'emploi, le vivre chez soi et le renforcement de la participation à la vie sociale. Pour ces deux démarches, Réponse accompagnée pour tous et Territoire 100% inclusif, des comités de pilotage ont été mis en place, des groupes de travail ont été organisés par la MDPH. Alors, Odile Lupera parlait du dispositif intégré handicap, le DIH. En s'appuyant sur le travail partenarial effectué dans le cadre de ces deux démarches précédemment citées, RAPT et Territoire 100% inclusif, la MDPH a été sollicitée pour porter le DIH, le dispositif intégré handicap, alors qui est uniquement sur la région Île-de-France pour le moment, qui était initialement destiné aux personnes souffrant de TSA, mais qui s'est élargi à toute personne en situation de handicap, avec un financement de l'agence régionale de santé. Sa vocation est de permettre une entrée en coordination par les partenaires et le suivi des parcours complexes des personnes en situation de handicap. Alors, complexe, la complexité se traduisant de différentes façons. Qu'est-ce qu'une situation complexe et qu'est-ce qu'un parcours complexe? On peut dire que c'est la multiplicité ou l'inexistence de partenaires, l'aspect multimodal ou multifactoriel de la situation, la nécessité forte de coordination, l'intensité de l'accompagnement à prévoir. Et la seconde mission du DIH,
est de réaliser un diagnostic territorial plus approfondi. Le choix qui a été fait dans le Val d'Oise est pour l'année 2020-2021 de travailler autour de 4 grands axes. La prévention des départs en Belgique, qu'est-ce qui nous manque sur notre territoire, pourquoi les personnes partent en Belgique, et un gros diagnostic a été fait. Le deuxième axe, c'est autour des amendements Creton. Pareil, quel profil, quels besoins, quelles orientations ont ces jeunes qui sont en amendement Creton et qu'est-ce qui nous manque sur le territoire. Le troisième axe, c'est l'école inclusive avec l'apport du médico-social. Et le quatrième axe est la réponse aux enfants en situation de handicap confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ce dispositif est complètement intégré au service évaluation de la MDPH. On l'a vraiment souhaité comme cela. Alors, il est nouveau, il est en construction. Il doit s'articuler avec les autres dispositifs et équipes mobiles du département. Je pense au PCPE, je pense à l'UMI, à l'équipe relais handicap rare. Il est composé de 3 coordinateurs de parcours complexes et d'une pilote. Il y aura des communications un peu plus larges sur ce dispositif dans le courant de l'année. Dans le cadre de la conférence nationale du handicap de 2019, le gouvernement avait annoncé la mise en place sur chaque territoire d'une communauté 360 afin de renforcer l'accompagnement des personnes handicapées et le travail en réseau. L'objectif de ces communautés est de susciter une coopération renforcée au plus près des personnes avec le concours dans les bassins de vie de l'ensemble des ESMS, mais aussi des partenaires de droit commun, des collectivités locales et des concitoyens. Alors, si l'on peut le voir au premier abord comme un dispositif supplémentaire, une couche au millefeuille, on peut aussi se dire que c'est une opportunité pour lever certains freins au déploiement ou aux limites de réponses accompagnées pour tous. Après quelques semaines d'interrogation quand même, on peut vous l'avouer, dans un contexte de crise sanitaire, accélérant la mise en place de la communauté 360 et après plusieurs réunions rapides avec le CD, l'ARS et les associations qui ont porté les 2 PCPE, la communauté 360 du Val d'Oise commence à se structurer. Vous voyez sur la slide qu'il y a 3 niveaux d'intervention à cette communauté 360 qui doit s'adapter avec les démarches déjà existantes. Donc, on a mis en place une plateforme téléphonique puisque les personnes appellent le 0800 360 360 au niveau national. Si le gouvernement ne peut pas apporter de réponse, c'est rebasculé sur la plateforme départementale. Une réponse. Alors, pourquoi le 360 ? Pour ne laisser personne dans l'angle mort, je le rappelle. Le niveau 2 est un agencement des solutions qui est déjà effectué largement sur le département avec réponse accompagnée pour tous, avec nous tous. Et le niveau 3 de la communauté 360 est la création de solutions territoriales communes, nouvelles, innovantes. Donc, on parle là, par exemple, des plateformes de répit qui ont vu le jour pendant le confinement, pendant les vacances. On parle de structures peut-être un peu innovantes pour les enfants confiés à l'ASE qui soient ouvertes 365 jours. Voilà, des choses de ce type-là. La première réunion de lancement s'est déroulée le 15 décembre 2020, a réuni de nombreux acteurs, la CAF, la DDCS, les directions transverses du conseil départemental, des associations gestionnaires, des acteurs du sanitaire également, des chefs de pôle de psychiatrie, de pédopsychiatrie, des membres du groupe usagé, voilà. Des groupes de travail et des webinaires vont se créer. Alors, vous serez sollicités dans le cadre de la communauté 360. Je suis communauté, tu es communauté, nous sommes communauté. Voilà. Alors, la drogue douce est interdite dans cette communauté. C'est un petit clin d'œil. La dernière diapositive sur la communauté illustre l'idée en fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans cet écosystème en construction. Le but est qu'il y ait tellement d'acteurs qu'on ne puisse plus faire de slides voilà, qui rentrent dans le cadre.
Alors, au travers de son implication dans les différentes démarches que je viens de citer, la MDPH a vraiment renforcé son rôle d'animation de réseau partenarial. Voilà, ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Dans ces démarches-là, il y a vraiment l'objectif essentiel, c'est la réponse aux besoins individuels. Et selon le parcours de vie et les envies de chaque personne. Donc, je ne peux pas parler de ça sans parler aussi de l'un des moyens pour répondre à ça, qui sont les plans d'accompagnement global. Sur le département, il y a actuellement 150, à peu près 150 pas qui ont été élaborés, alors des vrais projets co-construits avec les usagers. Et ça a aussi forcé la MDPH et tous les services de la MDPH, parce qu'on parle du service évaluation, mais il y a d'autres services à la MDPH plus administratifs qu'il a fallu former aussi, puisque ce ne sont pas les demandes de PAC, ce ne sont pas des demandes classiques de compensation du handicap. Voilà, donc il a fallu faire des procédures internes, travailler sur des outils comme le formulaire de saisine, que tous les services repèrent ce que c'est, l'envoient à la bonne personne, etc., etc. J'ai juste oublié de dire quelque chose également, c'est que dans le cadre des groupes opérationnels de synthèse, nous avons à 96% les usagers qui participent et qui peuvent s'exprimer aussi sur leurs demandes et sur leurs besoins. Dans le cadre de l'ouverture de la MDPH vers les acteurs du territoire, il y a également la mise en place de Via Trajectoire. Alors, dans sa mission d'accompagnement des orientations, la MDPH porte la mise en place de VTH à vos côtés, qui est un outil unique et national de suivi des orientations. En premier lieu, cela a nécessité la description de l'offre au travers du ROR, du répertoire opérationnel des ressources. Vous avez tous été formés au ROR. Et ce répertoire opérationnel des ressources est interfacé avec Via Trajectoire, dont les premières formations commencent ce matin même. Le module handicap va permettre à nous tous de suivre toutes les décisions d'orientation qui seront injectées après chaque CDAPH dans l'outil Via Trajectoire par la MDPH. Cela va permettre d'entretenir le dialogue encore plus fortement avec les ESMS sur les entrées, les admissions, les sorties des personnes. Et cela permettra également de décrire plus finement et de façon actualisée les besoins en termes d'offres d'accompagnement et de prise en charge sur le département du Val-d'Oise. En 2019, il y avait eu des premières revues coordonnées des pratiques d'admission avec tous les établissements et services médico-sociaux du département, ce qui nous avait permis de comprendre un peu les logiques d'admission de chaque ESMS, de favoriser l'interconnaissance et de préparer l'arrivée de Via Trajectoire. On peut voir quand même que quasi la totalité des établissements avaient répondu présent et du coup, nous ne doutons pas de l'implication des ESMS dans l'utilisation de Via Trajectoire et la MDPH sera aux côtés des établissements et services médico-sociaux pour l'utilisation de Via Trajectoire. Je vais laisser la parole à Odile Lupera pour la suite. Je vous remercie. Alors, pour continuer à symboliser l'ouverture de la MDPH vers l'extérieur, il y a eu la réalisation de journées portes ouvertes. Et pour symboliser cette ouverture vers les acteurs du territoire, quoi de mieux que finalement ouvrir sa maison. Donc, ces journées portes ouvertes sont le symbole de communication, mais aussi de l'évolution de la MDPH ces dernières années, qui finalement ne travaille plus pour les usagers ou pour les établissements, mais avec les usagers. Et c'est vraiment le symbole de cette évolution à travers ces journées portes ouvertes qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir lieu en 2020. Dans le cadre de ces partenariats, nous avons aussi le schéma départemental des personnes handicapées 2018-2022. Donc, la loi du 13 août 2004, alors vous allez me dire 2004, c'est pas neuf,
sauf qu'on est en France et dans le médico-social, donc 2004, c'est hier pour nous. Cette loi prévoyait que le département élabore un schéma d'organisation sociale et médico-sociale, donc avec une feuille de route en faveur des personnes handicapées pour 5 ans, avec un diagnostic et des concertations avec les professionnels, les partenaires, les usagers, et un bilan continu et une validation en COMEX et donc en assemblée départementale, avec 42 actions réparties sur 4 grandes périodes de vie et un volet transversal. Et ce schéma est consultable sur le site du Val d'Oise. Donc, parmi les 42 actions identifiées pour ce schéma, 32 ont été réalisées ou enclenchées, soit 76%, avec des constats clés. Pour les orientations les plus investies, c'est vraiment le service rendu à l'usager par la MDPH, avec une réduction des délais de traitement et une implication des usagers. L'accès à la vie sociale et la promotion de la bientraitance à travers un forum sur la bientraitance, un livre blanc sur le sport et le handicap. La réponse aux situations complexes avec, comme l'a dit Audrey, la mise en œuvre de la démarche RAPT et de la gestion coordonnée des admissions. Et enfin, l'insertion professionnelle des jeunes adultes et des adultes avec un forum des partenaires de l'emploi, par exemple. Voilà, un certain nombre d'actions qui ont été mises en place pour ces orientations. Et des thématiques qui restent encore à travailler fortement, qui sont l'information aux familles et aux usagers, alors notamment sur le répit et le passage à la retraite, la fluidité des transitions, avec le passage à l'âge adulte et le vieillissement, qui vont nécessiter la mise en réseau des acteurs, aussi bien secteur enfant, secteur adulte et le secteur handicap et gérontologie, et la mise en visibilité de l'offre, les SAMSA, les SAVS, et le développement, et là ça va être une grosse partie dans les années qui viennent, le développement d'offres innovantes telles que l'habitat inclusif. Enfin, toujours sur l'ouverture de la MDPH vers les acteurs du territoire, l'usager aujourd'hui est un acteur et considéré comme co-constructeur des solutions qui sont mises en place pour lui. Parmi cette co-construction, le baromètre de satisfaction CNSA MDPH, qui est publié 2 fois par an, avec de nouveaux indicateurs tels que les décisions d'attribution des droits à vie, donc droits sans limitation de durée, que la MDPH a travaillé ces derniers temps, pour arriver à un pourcentage qui est encore à améliorer, mais par exemple pour la hache de 40%. Donc il faut continuer, dans certaines situations, à attribuer ces droits sans limitation de durée. En deuxième thème, le parcours de scolarisation des enfants avec une moyenne de droits ouverts de 25 mois et demi actuellement dans le Val d'Oise. Donc là aussi, c'est à travailler. Est-ce qu'on a besoin de s'interroger aussi longtemps, aussi souvent sur les parcours scolaires des enfants? Les délais de traitement, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est à 3,4 mois. Donc, alors c'est bien, puisqu'on est quand même parmi les meilleurs MDPH. Pour autant, est-ce que c'est satisfaisant pour un usager? Sachant qu'en plus, il y a un certain décalage dans ce calcul de délai de traitement, puisque le délai de traitement est calculé entre la date, on va dire, de réception pour nous du dossier, de l'accusé de réception, mais quel est le temps qui se passe entre le moment où on l'a réceptionné et le moment où on l'enregistre. Donc, le regard de l'usager n'est pas forcément tout à fait le même. Ensuite, l'intensité de l'activité des MDPH. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à 88 697 décisions. Et enfin, la mesure des satisfactions des personnes handicapées et de leurs familles, avec aujourd'hui un taux de satisfaction à 71%. Mais ce qu'il faut qu'on travaille, c'est le taux de participation, puisqu'il est relativement faible sur le 95. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à travailler cette action. Toujours dans l'usager co-constructeur, le groupe usager de la MDPH, donc, qui a été constitué 2 fois déjà, puisque le premier groupe a eu lieu de 2015 à 2017 et donc à 2018, avec un deuxième groupe en place jusqu'à 2021. Il y a donc eu une campagne d'appel à candidature qui a été effectuée par affichage sur Internet via un certain nombre de nos partenaires avec un jury de sélection. Aujourd'hui, ce groupe usager est composé de 50 membres avec plusieurs critères de représentativité, donc 38 femmes et 12 hommes. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, les femmes sont souvent surreprésentées, surtout dans le milieu médico-social, avec 11 personnes en situation de handicap et 31 parents.
de personnes en situation de handicap. 80% des membres sont âgés de 30 à 60 ans. Il y a 8 aidants, dont une AESH dans ce groupe. Tous les territoires du Val d'Oise sont représentés et le handicap moteur et le handicap cognitif sont les plus représentés au sein du groupe. Donc c'est un groupe qui, malgré tout, est relativement représentatif des usagers de la MDPH. Voilà. Toujours cette fois-ci, nous allons passer à la seconde partie, donc la transformation des processus internes, puisque dans toute cette transformation, bien sûr qu'il a fallu transformer nos actions vers l'extérieur, mais aussi nos processus internes, puisque pour suivre toutes ces évolutions, il a fallu se révolutionner de l'intérieur et le mot n'est pas faible, on est vraiment sur une révolution sur les différents processus à l'intérieur de la MDPH, avec un processus sur lequel on a voulu faire un focus qui est l'excellence opérationnelle. Et la petite photo qu'on vous a mise illustre bien ce processus d'excellence opérationnelle. On pourrait penser à une prise de tête, là, telle que c'est là. Alors, ça l'est souvent, même si à la fin, ça aboutit sur des choses très positives. C'est quelque chose de prise de tête. Je crois que cette photo illustre bien la manière dont on peut mettre en place l'excellence opérationnelle. Et d'ailleurs, la diapo suivante va bien vous indiquer comment ça peut être compliqué à aborder. Donc, l'idée, là, aujourd'hui, c'est certainement pas de décortiquer cette slide, hein, parce qu'elle est très dense, mais elle représente et elle illustre le parcours d'un dossier, d'un usager dans la MDPH. Donc, on peut imaginer à travers cette slide tous les goulots d'étranglement qui sont possibles, mais aussi toutes les manières dont on peut fluidifier le flux. Alors, je vais vous prendre juste un exemple de goulot d'étranglement. C'est que, par exemple, pendant le début de la crise sanitaire, la Poste nous a livré environ une enveloppe, un pli par semaine. Et encore, quand il y en avait un par semaine, c'était beaucoup. Donc, le courrier, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là pour pas se croiser les doigts? Il a libéré tout le stock qu'il avait dans ses armoires et a créé ainsi un goulot d'étranglement au service instruction, alors même qu'on avait moins de dossiers à traiter dans un premier temps en tout cas. Il y a eu un goulot d'étranglement tout simplement parce qu'il y a un service qui a pu travailler beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc on voit bien que dès qu'on fait un changement quelque part, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on est obligé de voir l'ensemble de la chaîne de traitement quand on fait un changement et pas seulement le service impliqué dans le changement. Donc voilà. Après, ce que cette diapo illustre bien aussi, c'est que finalement, on pourrait se dire, mais finalement, le dossier, en gros, il y a 3 jours de travail sur un dossier. Pourquoi il met 3 mois et demi à sortir? Donc, tous ces temps morts, il faut qu'on les analyse et qu'on voit comment on peut les raccourcir puisqu'ils ne servent à rien. Pour autant, on ne peut pas les enlever, mais au moins essayer de les raccourcir. Voilà, donc cette diapo, elle symbolise le travail d'excellence opérationnelle parce qu'il faut toujours partir de l'ensemble du traitement du dossier et pas d'un petit aspect, puisque vraiment, c'est l'effet domino. On fait une chose et derrière, ça entraîne beaucoup de changements. Donc, la démarche d'excellence opérationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est des groupes de travail, des séminaires, de la formation, des tests, encore des tests, des tests. On se remet autour de la table. Alors bon, malheureusement, ça c'était avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on se met autour de Teams. Alors, il y a certains avantages, mais il y a aussi des inconvénients, particulièrement sur le management visuel, parce que le management visuel est une grosse partie de l'excellence opérationnelle, parce qu'il permet de visualiser l'ensemble du travail à faire. Et donc, il a fallu s'adapter, trouver des moyens de le faire par la visio. Mais bon, on a réussi. Donc voilà. Donc l'excellence opérationnelle, c'est cette roue. C'est donc faire mieux, donc tenter de mettre en place des actions collectives, décrire ce qu'on va faire avec des objectifs et comment on va les atteindre, les exécuter et mettre en place ce qu'on a dit qu'on allait faire, mesurer les résultats, avoir le droit de se tromper, recommencer les tests et recommencer la roue. C'est vraiment le principe même. Alors, c'est vraiment le principe d'amélioration continue. Bien évidemment que c'était déjà en place à la MDPH, mais ça s'est traduit vraiment par des manières différentes de le faire à travers l'excellence opérationnelle. Alors, quels sont les résultats qu'on a pu obtenir à travers cette démarche d'excellence opérationnelle? Donc, on a déployé une dynamique de pilotage de l'activité par le management visuel. Et aujourd'hui, donc encore une fois, on adapte pour pouvoir faire ça par visio. Et on est en train de rechercher comment finalement la direction de la MDPH pourrait piloter son avion. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment ce management en temps réel,
l'activité de la MDPH sur un temps donné, sur un temps T. La mise en place de routines de travail entre les services. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a obligé chaque service à changer de mentalité. Et ce qu'a démontré Audrey tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque service ne travaille plus pour sa mission, mais chaque mission est interdépendante de l'autre. Donc ça oblige les gens à travailler ensemble et vraiment à fluidifier ainsi la chaîne de traitement. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment dans les mentalités, donc c'est vraiment à travailler. Donc elle a entraîné aussi cette démarche une réduction des délais de traitement, une amélioration de la qualité du service rendu par la mise en place de circuits courts. Donc ces derniers temps, on a vu par exemple pour la PCH, la mise en place de circuits courts, et c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne. Et une robustesse du système face à l'imprévu. Donc pour le coup, malheureusement, on revient souvent sur cet exemple de crise sanitaire, mais c'est vrai qu'en 2020, on a tenu les délais de traitement malgré la crise sanitaire, donc avec des adaptations réelles qui ont été possibles, alors même que nous avons eu la mise en place du nouveau logiciel Solis V6, on va dire à peine une semaine avant le confinement, et chacun a pu s'adapter chez lui avec la visio, etc. Donc on voit que ça a engendré une robustesse, et en même temps heureusement, puisque aujourd'hui on a quand même énormément d'évolutions qui nous viennent directement de l'État et qui nous obligent à vraiment nous adapter sans arrêt. Le revers de médaille, c'est que la mise en place de nouvelles technologies engendre des problématiques qu'on n'avait pas forcément identifiées à l'avance. Par exemple, je donne juste un exemple, ces derniers temps, la lecture automatique des documents nous a avalé un certain nombre de dossiers, alors même que pour nous, ils étaient enregistrés, et qu'on s'en aperçoit uniquement quand les usagers nous disent « où est mon dossier » et qu'on ne le retrouve pas. Donc on voit qu'il y a encore des écueils et il faut pouvoir les anticiper, les corriger au fur et à mesure. Et ce qu'on voit aussi sur la crise sanitaire et qu'on doit aussi réadapter dans la chaîne du traitement, c'est que par exemple au PIH, donc qui est le pôle accueil info handicap de la MDPH, on a une augmentation du nombre d'appels qui est sans commune mesure avec les années précédentes, et des appels beaucoup plus longs, puisque en fait aujourd'hui la détresse sociale se mêle à toutes les problématiques des personnes handicapées, et en fait les gens ils n'ont pas tellement besoin d'avoir des renseignements quand ils appellent, mais ils ont besoin d'une aide, d'une écoute qui est vraiment importante, et les agents aujourd'hui se retrouvent un petit peu dépassés par ces demandes, parce que ça engendre tellement de problématiques que c'est compliqué d'y répondre. Les contraintes qui sont à prendre en charge dans cette démarche d'excellence opérationnelle, c'est un engagement fort. Alors c'est de la direction en particulier, c'est vrai que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Cette capacité des agents à interroger les fonctionnements en place, à en tester de nouveaux, et une démarche qui est sur le long terme et qui est relativement coûteuse en temps. Pour autant, sur la diapo suivante, on voit que c'est efficace puisque les délais de traitement ont bien diminué ces dernières années. Donc toujours pour illustrer un petit peu cette démarche et la complexité de cette démarche, on peut voir par exemple que le service courrier, ça a entraîné une complète réorganisation du service courrier, y compris des travaux, pour pouvoir faire une chaîne de traitement au service courrier et que ce soit tellement fluide que finalement, même physiquement parlant, même si aujourd'hui, physiquement parlant, le problème ne se pose pas tellement, mais qu'en tout cas, physiquement parlant, les choses soient fluides et avancent dans le bon sens, avec toujours cette illustration du management visuel. Voilà pour terminer sur ce chapitre, enfin cette démarche d'excellence opérationnelle. Ensuite, toujours dans la transformation des processus internes, l'adaptation à toutes les démarches nationales qui sont faites ces derniers temps, et on a voulu mettre un focus plus particulier sur la feuille de route qui est en train de se construire. Donc cette feuille de route a été imaginée au niveau national pour un travail commun de toutes les MDPH, et l'idée étant d'uniformiser les feuilles de route au niveau national. Donc, avec 4 engagements issus d'un accord de méthode entre l'État et les départements pour les MDPH de demain. Donc, avec parmi ces engagements, les 4 engagements, faire des MDPH les garantes de l'accès au droit et de sa simplification, faire des MDPH les garantes d'une haute qualité de service, faire des MDPH un lieu de participation effective des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et des associations, et faire des MDPH un maillon fort des territoires 100% inclusifs. À travers ces engagements, il y a eu 5 axes de transformation pour concrétiser ces engagements qui sont adapter les droits et les parcours aux besoins des personnes, clarifier l'engagement des acteurs de l'écosystème pour un meilleur accompagnement,
maîtriser les délais et la qualité de service des MDPH, renforcer les moyens d'action des MDPH pour garantir l'équité de traitement et enfin assurer un pilotage effectif de la feuille de route au niveau local et national. Donc, pour la première année de mise en œuvre de cette feuille de route, il nous a été demandé de choisir les axes principaux qu'on voulait travailler dans la première année. Donc, voilà, qu'on a choisi donc avec une instance qui a été créée, une instance particulière. Nous avons choisi dans le 95 de la lier avec la COMEX parce que ça nous paraissait le plus simple et puis c'était une instance qui était déjà en place. Ce que nous avons élu donc comme action, on va dire prioritaire pour cette année, c'est donc mieux coordonner les acteurs dans les territoires. Donc là, on voit, c'est à travers la communauté 360, RAPT, le territoire inclusif, etc. Donc, je voudrais là féliciter à travers cet objectif, alors particulièrement Audrey Guglielmi et Isabelle Lackner qui ont œuvré pour que cette communauté se mette en place et qu'elle soit effective. Et d'ailleurs, nous allons être les testeurs pour tous les autres départements. Nous avons été élus testeurs la semaine dernière. Et vraiment, je voudrais les en féliciter parce qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait à ce niveau-là. Ensuite, l'autre axe choisi, c'est garantir une garantie de délai sans perdre en qualité des réponses. Donc, toujours le travail autour des délais de traitement. Mieux connaître les publics, les besoins de l'offre et les services à offrir. Donc, avec vraiment cette évolution de l'offre à construire sans interruption. Donc, on le voit à travers le moratoire Belgique, il faut qu'on innove, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Donc, on a la chance dans le 95 de travailler en étroite collaboration avec l'ARS départementale. Et donc, on se voit toutes les semaines et on essaye de construire des solutions. Et enfin, garantir la participation effective et l'information des personnes. Voilà les axes qui ont été choisis pour cette année pour la MDPH 95. Toujours, donc pour terminer sur cette transformation des processus internes, entre innovation et rapidité, un réel challenge pour mettre en œuvre toutes les dernières directives nationales. Et ces derniers temps, elles sont relativement nombreuses puisqu'on a mis en œuvre la PCH parentalité au 1er janvier 2021, ce qui aujourd'hui est encore un petit challenge puisque le logiciel métier n'est pas à jour encore. Ça devrait arriver dans les temps qui viennent, on l'espère en tout cas, parce que sinon c'est assez compliqué de mettre en place les processus. Le moratoire sur les placements en Belgique, la mise en œuvre de via trajectoire et la caractérisation des besoins, la feuille de route MDPH 2022, la création à l'aide à la vie partagée. Voilà, un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place dernièrement et elles sont aujourd'hui, on va dire, non définies et on les espère, en même temps, on les espère nombreuses puisque ça va dans le sens du service à l'usager, mais pas trop non plus en même temps parce qu'il faut qu'on puisse les mettre en place au fur et à mesure. Pour résumer l'ensemble de l'exposé qui vous a été fait, donc le rôle de la MDPH dans ce contexte en évolution constante, c'est vraiment sur l'amélioration du traitement des dossiers, l'accompagnement des parcours, le rôle dans la transformation de l'offre, dans la remontée des besoins, dans la coopération au sein d'un écosystème et enfin, pour mieux répondre toujours aux besoins de l'usager. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un grand merci Odile et Audrey pour cette présentation très claire et très complète sur le rôle d'ensemblier de la MDPH. On voit bien effectivement comment les choses peuvent bouger aussi à l'intérieur de la MDPH dans ce contexte que nous connaissons dans le médico-social. Alors, je vous rappelle que tous les participants au webinaire peuvent utiliser le canal des questions-réponses pour interagir, pour en tout cas poser des questions aux conférenciers tout au long de la journée. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions en bas de votre écran. Vous devez pouvoir faire apparaître la partie questions-réponses ou le chat, mais essayez de privilégier questions-réponses et nous prendrons les questions au fur et à mesure et nous les poserons aux intervenants à l'issue de chaque intervention tout au long de la journée. Voilà, pour le moment, nous n'avons pas vu de questions posées. Il est encore temps de le faire si vous le souhaitez. Les autres intervenants qui sont présents peuvent aussi éventuellement, s'ils le souhaitent, intervenir et poser des questions aux autres tout au long de la journée. Donc, n'hésitez pas aussi à vous manifester si vous le souhaitez.
On a tenu les délais pour le moment, donc merci à Odile et Audrey. C'est vrai que j'étais un peu inquiet quand je voyais la taille du diaporama, mais les délais ont été tenus, donc c'est parfait. Et du coup, est-ce que l'un des intervenants, oui, Daniel Gacoin, souhaite prendre la parole? On vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Écoutez, bonjour à tout le monde. Alors, j'ai été évidemment particulièrement impressionné par le caractère complet et offrant de nombreuses perspectives du travail piloté, coordonné par la MDPH. Et du coup, je me pose une question parce qu'il y a une lecture qui est faite aujourd'hui de l'ensemble des dispositifs de type plateforme de dépistage, PCPE, mais communauté 360, où finalement, une partie des acteurs ont l'impression que les pouvoirs publics, au niveau national, hein, bien sûr, auraient fait l'analyse d'une insuffisance globale des MDPH quant à la prise en compte des situations particulières, des situations difficiles, et notamment les situations sans solution, etc. Et on a l'impression que dans certains territoires, on est dans une stratégie plutôt à travers toutes ces plateformes d'accueil, d'écoute, d'orientation vers des solutions, d'un contournement des MDPH. Et alors, du coup, j'étais particulièrement intéressé de voir combien vous étiez au contraire au cœur du système. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est une exception, le Val d'Oise, ou que globalement, c'est plutôt ce que vous avez comme retour de l'ensemble des MDPH, en effet, une mobilisation pour un pilotage, une coordination de toutes ces actions, et non pas d'un contournement des MDPH? Alors, c'est le sentiment qu'on pouvait avoir au début, effectivement. Après, nous, on a fait vraiment ce choix, en partie avec l'ARS. Alors, ça a été sur l'Île-de-France, que finalement, ce soit les DIH qui portent la communauté au départ, en tout cas, qui la montent, on va dire. Parce qu'effectivement, même les acteurs, au début, pouvaient se dire, finalement, ils vont évaluer des situations, exactement le même travail que fait la MDPH. Et c'est effectivement des choses qui ont été dites au premier webinaire où, faut l'avouer quand même, personne ne comprenait rien à cette idée de communauté 360. Après, il a fallu positiver tout ça. Et effectivement, avec l'ARS, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et je pense qu'aujourd'hui, la majorité des MDPH travaillent dans ce sens, parce qu'on voit bien que sinon, c'est impossible. Enfin, chacun ne peut pas travailler en parallèle, parce que là, du coup, on perd des forces, on perd de l'efficacité. Et je pense que réellement, au fur et à mesure, sur l'ensemble du territoire français, c'est comme ça que les choses se mettent en place. C'est-à-dire que vraiment, c'est la MDPH qui finalement, même s'il y a certains gestionnaires qui sont porteurs de la communauté et pas la MDPH, c'est pas grave. De toute façon, c'est une communauté d'acteurs. Et je pense que c'est à ça qu'on doit arriver. Maintenant, qui est le porteur réellement? Au bout d'un moment, je pense que c'est plus le problème. C'est on travaille ensemble et on met les forces ensemble. Et je pense que la notion de millefeuille a été beaucoup évoquée au départ dans les webinaires. OK, encore une chose par-dessus rap, par-dessus ça, par-dessus ça. Et donc, finalement, d'où la diapo qu'on a passée tout à l'heure de l'espèce de rond, même si c'est pas un rond, mais c'est la slide qui nous oblige à… Mais l'idée vraiment, c'est que ça rentre plus dans la slide et qu'on soit le plus possible à travailler ensemble, parce que si on le fait séparément, honnêtement, on voit pas comment on va y arriver. Mais c'était vraiment un écueil qui a été soulevé dans les premières déclarations. Il y a eu des webinaires plutôt agités sur le sujet. Voilà, mais ça pouvait être un écueil. Mais je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, il n'y a aucun territoire où les choses se passent de cette manière, parce que c'est impossible à tenir. Merci Odile pour cette réponse. Il n'y a pas a priori de questions pour le moment sur le canal de discussion, donc n'hésitez pas, tous les participants, à utiliser ce canal au fur et à mesure des interventions. N'attendez pas forcément la fin des interventions. Dès que les questions vous viennent, posez-les et puis nous les relayerons aux différents intervenants. Alors, je vois une question là qui apparaît. Comment vont s'articuler les DAC avec le DIH, le champ d'action des DAC étant les situations complexes liées à un problème de santé au sens large, y compris santé mentale. Merci. Alors, je vais peut-être répondre à cette question parce qu'effectivement, quand la création des DIH a été annoncée par les ARS,
et qu'ils ont demandé à la MDPH de porter les DIH à l'instar du travail qui a été fait dans le cadre de RAPT, on s'est beaucoup interrogé en disant mais pourquoi les DIH ne seraient pas inclus dans les DAC. La réponse qui nous a été faite, c'est que la thématique, le handicap était très spécifique, était très complexe, et que les DAC ne pouvaient pas avoir cette connaissance fine, en tout cas, liée au handicap. Les DAC sur notre département donc, ont vu le jour, donc on est en train de travailler ensemble, une coordination sur les situations qu'ils vont suivre, sur comment on peut apporter des choses aussi aux DAC, comment les DAC peuvent apporter des réponses aux situations qui sont parfois communes. Donc la construction est en train de se faire en sachant que le DAC est quand même mobilisé sur l'aspect sanitaire et les DIH autour du handicap qui est quand même très spécifique. Il va falloir qu'on travaille ensemble, donc on les a rencontrés, on essaye de délimiter chacun nos missions d'intervention et de voir comment on peut travailler ensemble. Je ne sais pas si ça répond à la question, on est encore en réflexion là-dessus, voilà, puisque c'est nouveau et que c'est en construction. Ok, merci Audrey. Écoutez, merci à toutes les deux pour cette présentation et donc a priori la personne qui a posé la question dit que ça répond et elle vous remercie de la réponse. Donc voilà, on a un petit peu d'avance mais c'est bien. On va du coup tout de suite enchaîner avec la suite du programme.